Je suis pédopsychiatre, je m'appelle Sophie Maas, je dirige une unité d'hospitalisation pédopsychiatrique pour adolescents au Domaine, l'hôpital Le Domaine qui se trouve à Braine-l'Alleud, et je suis également systémicienne, thérapeute de famille. Alors l'impact est extrêmement important encore à l'heure actuelle. L'impact sur la santé mentale des jeunes a commencé en janvier 2021 et se continue très fortement encore aujourd'hui, à l'heure actuelle. On a une demande de prise en charge beaucoup plus importante que ce que nous avons rencontré jusqu'à présent. Nous avons dû faire face à une saturation complète du système de soins de santé mentale, tant en ambulatoire qu'en milieu hospitalier. Assez dramatique, je dois dire, parce que les situations qui nous parviennent sont des situations qui sont graves, avec principalement des jeunes qui souffrent d'idées suicidaires, avec des risques de passage à l'acte importants. Et malheureusement, les pédopsychiatres n'ont pas la possibilité de répondre à une demande de prise en charge dans des délais raisonnables. Les réponses que nous pouvons donner jusqu'à présent sont des listes d'attente qui durent 4 à 6 mois, tant en consultation qu'en hospitalisation. Et donc demander à un jeune et à ses parents de patienter face à des idées suicidaires pendant 6 mois, c'est juste inacceptable. Et c'est pourtant la situation dans laquelle nous sommes depuis maintenant 2 ans. Au Domaine comme ailleurs, on n'a pas plus de moyens. Non, ce n'est pas tout à fait vrai, nous avons reçu un petit peu de moyens supplémentaires pour pouvoir engager du personnel qui nous permet de soutenir une toute petite partie des jeunes qui sont en attente de soins par un suivi ambulatoire, éventuellement pour les grosses équipes, mais ce qui n'est pas du tout la nôtre, par un déplacement à domicile. Et donc voilà, on nous a dit, vous allez intensifier la prise en charge en raccourcissant les durées d'hospitalisation et en soutenant les jeunes qui sont en liste d'attente. Alors, moi je vous mets au défi, avec 2 équivalents temps plein supplémentaires, de pouvoir soutenir les 75 patients suicidaires qui sont en liste d'attente. C'est illusoire. Donc, ce sont des moyens complètement dérisoires par rapport à la situation. Alors, il y a eu une réaction de la part du ministère, puisque nous avons très très fortement interpellé via des cartes blanches, via l'interpellation des médias, parce que du côté du politique, ça ne bougeait pas beaucoup. Le ministre de la Santé a mis en place, aussi à la demande de la task force pédiatrique, des équipes qui sont détachées des hôpitaux pédopsychiatriques et envoyées dans des services de pédiatrie pour pouvoir justement répondre à cette situation, puisque quand les parents téléphonent et que les jeunes ne vont pas bien et que vous n'avez pas de réponse du secteur de soins de santé mentale, il y a des adolescents, des parents qui finissent par se tourner vers les services d'urgence, qui ne sont pas équipés du tout pour ce genre de prise en charge. Et ces jeunes qui débarquent aux urgences des hôpitaux généraux inquiètent le personnel soignant, et le personnel soignant n'a comme seule option éventuellement que de proposer une admission dans un service de pédiatrie qui lui non plus n'est pas du tout équipé pour pouvoir prendre ce type de prise en charge correctement. Et donc il y a maintenant 2 projets par province qui permettent de détacher du personnel pédopsychiatrique d'un hôpital pédopsychiatrique pour l'envoyer dans un service de pédiatrie. Mais de nouveau, ce sont des rustines. Il est très clair qu'on ne fournit absolument pas du tout le même type de prise en charge dans un service de pédiatrie avec quelques psys par rapport à ce qu'on peut fournir dans un service tel que le nôtre ici, où on a tout un groupe d'adolescents qui a un rôle thérapeutique extrêmement intéressant à jouer, puisque un adolescent va d'abord se confier à un jeune avant que de faire confiance en un adulte. Et la dynamique de groupe, particulièrement dans les séquelles des mesures sanitaires qui ont été imposées à nos jeunes depuis le début de la crise, cette désocialisation doit être compensée. Et ici, nous avons effectivement un groupe de jeunes qui nous permet de resocialiser ces jeunes. Alors pourquoi est-ce que cette socialisation est importante ? Eh bien, les jeunes que nous rencontrons aujourd'hui et qui sont vraiment en souffrance, la plupart du temps ont aussi une autre caractéristique, c'est qu'ils ne savent pas trop expliquer pourquoi. Ils n'ont plus le goût de vivre, ils ont des idées suicidaires et ils ne savent pas pourquoi. Pourquoi
ils ne savent pas pourquoi. C'est parce qu'en général, un adolescent, effectivement, a besoin d'un autre jeune que pour pouvoir comprendre ce qui lui arrive. Quand on est un enfant et qu'on a des difficultés à l'école, on rentre et papa, maman voient bien qu'il y a eu un problème, il y a quelque chose qui ne va pas, l'enfant est triste, anxieux, il y a quelque chose qui n'a pas bien été. Et le parent va aider l'enfant à verbaliser, essayer de comprendre quelles sont ses émotions, d'où est-ce qu'elles viennent, lui permettre de mettre du sens sur ce qu'il vit, et à partir de là, de se trouver des perspectives. Nous, en tant qu'adultes, nous sommes capables, théoriquement, de faire ce type de travail. On a passé une sale journée, on est anxieux, on n'est pas bien. Théoriquement, nous sommes capables de nous arrêter, d'essayer d'un petit peu comprendre ce qui nous arrive, quelles sont ces émotions, quelles sont leurs natures, de donner du sens et des perspectives. Les adolescents n'ont plus la capacité de pouvoir être dans une proximité affective avec leurs parents suffisante que pour pouvoir se confier. Une jeune fille de 15 ans ne monte plus sur les genoux de son père comme quand elle en avait 5. Et cette distance physique, on la retrouve du côté du psychologique aussi. Les adolescents ont besoin de prendre une distance psychologique vis-à-vis de leurs parents. Mais donc ils se retrouvent très seuls et donc ils s'appuient les uns sur les autres. Et c'est pour ça que les adolescents ont tellement besoin d'être en groupe, d'être avec les uns et les autres. C'est pour ça que leur groupe d'amis est parfois aussi important que leur famille. Ils le disent, c'est ma deuxième famille ou c'est ma seule famille parfois. Et le fait qu'on ait interdit à ces jeunes de trouver des contextes minimaux de socialisation pendant la crise Covid a entraîné d'abord un repli sur soi qui était imposé. Ces jeunes ont bien entendu, on a matraqué le message, on leur a dit vous n'êtes pas en danger face au Covid, mais c'est vous qui êtes dangereux pour les autres. Donc vous allez mettre votre vie de côté, vos envies de côté, vos pulsions de côté, vous allez rester bien sagement à la maison, vous n'allez plus côtoyer personne et surtout vous n'avez pas le droit de vous peindre parce que justement vous n'êtes pas en danger. Et donc ces jeunes se sont arrêtés effectivement de désirer, de vivre, de ressentir et il y a un effet insidieux qui s'est installé, qu'on connaît bien quand on prive quelqu'un de socialisation, que ce soit un nouveau-né. On connaît l'hospitalisme, ça peut conduire effectivement au décès. On connaît le syndrome de glissement chez les personnes âgées quand elles ne sont pas trop isolées. On y a fait très attention aussi en période Covid. Et en fait, on se rend compte que le phénomène existe aussi chez les adolescents. Ils y sont particulièrement sensibles. Et là, par contre, on n'y a pas fait gaffe du tout. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les amours et les amitiés adolescentaires sont intenses, passionnelles, très fortes, mais parfois aussi très courtes. Et les adolescents, les jeunes, ont besoin de pouvoir renouveler leurs contacts sociaux et leurs possibilités de rencontres amoureuses. Et effectivement, c'est une possibilité qui ne leur a pas été offerte pendant la crise Covid. Et donc on s'est retrouvé avec des jeunes qui s'aimaient à distance, avec toute la complexité que d'entretenir effectivement un lien amoureux à distance. Il y a eu un usage des réseaux sociaux pour essayer de pallier à l'absence de contact dans la vraie vie, mais ça ne pallie que de manière très temporaire et très vite il y a un effet délétère qui s'installe. On a vu une consommation des réseaux qui a flambé, une consommation des écrans qui a flambé, le recours à des sites pornographiques, on sait combien ça vient perturber effectivement chez un adolescent qui n'a pas encore beaucoup d'expérience en matière de vie affective et sexuelle, ça vient perturber l'image qu'il peut avoir d'une sexualité, j'ai envie de dire, saine, normale, équilibrée, épanouissante. Et voilà, et comme ils avaient que ça sous la main, il y a eu une consommation effectivement plus importante de sites pornographiques. Et donc ça n'a pas été bon pour leur vie affective, ça n'a pas été bon pour leur vie sociale et ça n'a pas été bon pour leur vie amoureuse non plus. Or, si les pédiatres ont très fortement insisté via la task force pédiatrique pour que les écoles restent ouvertes, ce n'était pas que pour donner le droit à l'enseignement et à l'éducation, c'était aussi pour soutenir la socialisation. Mais à l'époque, on avait tellement peur du Covid et on a mis tellement la pression sur les écoles pour que si les écoles restaient ouvertes, il ne fallait pas que ce soit un foyer de contamination. Et donc on a mis une telle pression sur les écoles qu'on les a complètement déshumanisées. Et effectivement, ce ne sont pas au sein des écoles que les adolescents ont pu continuer à pouvoir
se confier les uns aux autres et avoir un minimum d'échanges sociaux qui leur sont vitaux. Et donc on arrive effectivement à une catastrophe aujourd'hui avec des décompensations extrêmement importantes. Ce sont des jeunes qui n'ont pas eu droit à du ressourcement, ils n'avaient plus d'activité, ils n'avaient plus de droit à pouvoir penser ce qui leur arrivait puisqu'ils n'étaient plus en contact avec d'autres jeunes, ne pouvaient plus se confier. Et en plus, le stress scolaire a été en augmentation au fil du temps. Au tout début de la crise Covid, au mois de mai, quand on a dépassé le premier lockdown au mois de mai 2020, on a rouvert les écoles, mais c'était au tout début du Covid. On se disait, le Covid, il est saisonnier, on arrive à l'été, ça va aller mieux, on va passer les vacances. Et puis en plus, le travail scolaire a été fait, les cours ont été dispensés durant toute l'année. Il était incongru d'organiser des examens de fin d'année à cette époque-là, au mois de mai-juin 2020. On leur a foutu la paix. Mais l'école a repris en septembre 2020 et malheureusement, on s'est rendu compte que le Covid, il était toujours là. On arrivait en plus en automne, il y avait les retours de vacances. Rouvrir les écoles dans ces conditions était très très anxiogène pour tout le monde. Et donc, dès la Toussaint, on a prolongé les vacances et on a basculé dans un système alternant présentiel et distanciel. Et cette formule de cours hybride a été catastrophique. Enfin, je ne sais pas si, en tant qu'adulte, vous vous sentez capable de suivre une semaine de cours par des PC interposés. On décroche très très vite, c'est extrêmement difficile de rester motivé. Et donc, on a entraîné beaucoup de décrochage scolaire, et plus particulièrement chez les jeunes qui étaient dans un enseignement technique ou professionnel. Essayer de faire un atelier de menuiserie en distanciel, c'est pas possible. Et donc ces jeunes se sont sentis complètement lâchés, complètement abandonnés. Et l'année suivante, alors en plus de ça, on a organisé des examens de fin d'année. Cette année-là, il y a eu un appel de Caroline Désir à ne pas organiser les examens, qui n'a pas été suivi par l'enseignement libre. Et donc on s'est retrouvé effectivement avec des jeunes qui n'étaient pas en état psychique que de pouvoir donner du mieux de leur personne en matière pédagogique, on n'en a pas tenu compte. Et on est reparti dans une année scolaire l'année suivante en leur faisant procès d'intention, en disant ils n'avaient pas eu une année normale, ils étaient en retard, il allait falloir rattraper le retard, les cours n'ont pas été adaptés, les professeurs dans l'enseignement secondaire ont changé, et donc ils ont repris le programme comme d'habitude, et on a vraiment assisté à une pression scolaire et un stress scolaire qui est venu s'ajouter finalement au stress lié aux mesures sanitaires et à la désocialisation qu'ils ont vécue. Et on se retrouve aujourd'hui effectivement avec les conséquences de ça, mais ce sont des conséquences qui perdurent puisque aucune prévention n'est faite en matière de santé mentale en milieu scolaire auprès des adolescents, alors qu'on sait bien qu'ils sont tous à risque maintenant. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Un jeune qui vivait dans une famille qui allait bien, qui n'avait pas de facteurs particuliers, qui n'avait pas de troubles instrumentaux, qui avait une scolarité qui se maintenait, qui avait de bons copains, qui avait de chouettes activités à l'extérieur, etc., avait peu de chances de décompenser un jour et de se retrouver hospitalisé. Maintenant, c'est plus vrai. Maintenant, effectivement, tout jeune est susceptible effectivement de nécessiter une prise en charge. Et j'ai envie de dire, plus particulièrement, les jeunes qui vivent dans un bon milieu, qui vont dans une soi-disant bonne école, élitiste, qui a augmenté le stress scolaire, le travail scolaire pendant la période Covid, et plus particulièrement les élèves qui investissent leur scolarité, et donc plus particulièrement les filles. On a toujours rencontré en santé mentale une différence de genre, effectivement, entre les garçons et les filles. Traditionnellement, j'ai systématiquement 2-3 fois plus de filles hospitalisées dans mon unité que de garçons. Pourquoi ? Parce que les filles, on leur apprend dès leur plus jeune âge à rester à leur place, très clairement. Donc, une fille qui se met à courir en jupette pour jouer au foot avec les garçons, elle est mal vue. Une fille qui est un peu par trop curieuse, qui sort, qui veut être dans les jardins, qui veut monter aux arbres,
elle n'est pas fringuée pour. On sait qu'il y a une pression sociale qui est moindre maintenant, hein, ça commence à être remis un petit peu en question, mais il y a quand même un type éducatif donné aux filles et aux garçons qui est différent depuis la toute tendre enfance. Et donc les filles sont plus poussées à être dans une position d'observation et d'échange et de verbalisation et d'expression émotionnelle, et les garçons plus poussés dans quelque chose qui est plus de l'expression physique, d'être actif, grimper aux arbres, courir, jouer au foot, et justement ne pas trop exprimer l'émotion. Un garçon, ça ne pleure pas, et d'être moins encouragé à être effectivement dans un partage émotionnel les uns avec les autres. Au-delà de ça, il y a des facteurs hormonaux qui jouent bien entendu, et donc traditionnellement, effectivement, les filles expriment plus leur mal-être, et les garçons le montrent plus, par des passages à l'acte. La crise Covid a eu cet impact, et donc on a eu effectivement beaucoup plus de demandes, et la différence filles-garçons est restée la même. Donc j'ai 50% plus de demandes pour les garçons et 50% plus de demandes pour les filles, mais les filles restent très largement majoritaires, effectivement, dans les demandes de prise en soins, tant en ambulatoire qu'en hospitalier. Quand je discute avec mes collègues juges de la jeunesse, ils ont beaucoup plus d'interpellations, de passages à l'acte, de faits délictueux, de refus scolaires, de troubles du comportement. Et là, c'est l'inverse. Chez eux, ils ont beaucoup plus de garçons que de filles. Et donc, l'impact des mesures sanitaires a été, j'ai envie de dire, le même en termes de gravité chez les filles que chez les garçons, mais l'expression de la souffrance est différente, et ça, depuis toujours. Il y a une dimension genrée dans l'investissement que les filles et les garçons font de leur scolarité. On le connaît bien d'un point de vue sociologique. On sait effectivement que les filles sont formatées depuis le début à mieux accepter une règle. On supporte beaucoup plus d'un garçon qu'il soit dans la contestation, ou qu'il se mette en avant, ou qu'il lève le bras et réponde même s'il est à côté de la plaque, que de la part d'une fille. Une fille a intérêt à être effectivement plus studieuse, plus soumise, plus effectivement investir sa scolarité. Il y a un côté bien faire qui est encouragé beaucoup plus chez les filles que chez les garçons. Il suffit de comparer le cahier d'une fille et le cahier d'un garçon. En général, on sait dire si c'est une fille ou un garçon qui a écrit dans un cahier sur la manière dont les choses sont faites. Hein. On voit souvent chez les filles des petites fleurs, hein, en primaire, des surlignages, des machins, beaucoup de couleurs, etc. Chez les garçons, c'est beaucoup plus brouillon. Mais je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre du contexte social qui participe très très fortement à ça. Et donc dans la scolarité, les filles sont en général un peu plus privilégiées que les garçons parce qu'elles respectent souvent mieux la règle que les garçons. Sauf dans le domaine des sciences et des mathématiques où les garçons sont plus valorisés, plus encouragés à investir ces domaines de compétences-là que les filles. Donc ça, d'un point de vue sociologique, c'est quelque chose qui est assez connu. Et le Covid a confirmé ça, effectivement. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les filles qui ont tendance à plus investir leur scolarité, face à une école qui était beaucoup plus exigeante encore, qui a donné on n'avait pas le droit de déconnexion, il y avait plus de travaux qui étaient demandés parce que sous prétexte que les enfants étaient à la maison, ils étaient plus disponibles, puis de toute façon ils ne pouvaient pas sortir, donc autant leur donner du boulot. Hein. Et il y a des écoles qui ont vraiment exagéré, particulièrement les écoles élitistes, elles ont vraiment exagéré dans la charge de travail supplémentaire qui a été donnée. Eh bien, les filles, elles ont plus essayé que les garçons de répondre à cette exigence, et elles ont été plus à risque d'arriver à un épuisement psychologique plus important. Et donc on a plus de filles qui arrivent dans un état suicidaire, en se sentant extrêmement coupables de ne pas avoir réussi à répondre aux exigences scolaires et ne se donnant pas le droit de se plaindre parce que venant d'un bon milieu, d'une bonne école, etc. Et donc avec une charge de culpabilité beaucoup plus importante encore que ce qu'on rencontre d'habitude. Les garçons ont été plus enclins à décrocher de l'école, à ne plus y aller, à refuser de continuer effectivement, à devoir se soumettre à un système tel que celui-là.
avec une charge de culpabilité moindre, mais avec un risque de passage à l'acte plus important. Très rapidement d'ailleurs, le monde de la santé mentale a pris la parole en ne demandant pas nécessairement des moyens supplémentaires. Parce qu'on savait bien qu'on allait de toute façon jamais arriver à mettre un psychologue derrière chaque jeune qui va mal. Ce que nous avons demandé, c'est qu'il y ait des mesures de prévention qui soient mises en place. Et là, nous n'avons pas du tout été entendus. Rien n'a été mis en place de ce côté-là. Alors, à force d'interpellation, je pense que le monde scolaire a été sensibilisé. C'était inimaginable, impensable, inaudible, il y a encore 3 ans, que d'imaginer mettre de la prévention en santé mentale en milieu scolaire. C'était complètement absurde. Maintenant, on commence effectivement à pouvoir en parler, le dire, même si ce n'est pas encore réellement mis en place, mais il y a des écoles, il y a des professeurs, il y a des directions, il y a des PMS qui commencent à être sensibilisés par ça. Mais vous savez, faire bouger l'école et modifier son fonctionnement, c'est vraiment pas évident. Et en plus, parler de bien-être psychique d'un élève à l'école à des professeurs, c'est un vrai défi, parce que c'est un changement de paradigme complet par rapport à notre type d'enseignement, où la donnée santé mentale, bien-être psychique du jeune n'est vraiment pas prise en compte de manière traditionnelle dans notre enseignement. Il y a bien sûr des écoles qui font exception, il y a bien sûr des professeurs qui font exception, mais malheureusement, c'est de l'ordre de l'exception. Ce n'est pas la norme, il faudrait vraiment que ça devienne la norme pour pouvoir freiner cet afflux auquel nous ne savons pas faire face. Il faut partir de ce que nous constatons au niveau de la clinique. Ce que nous constatons, c'est que ces jeunes ont été coupés des leurs. Il faut dire en plus que les amitiés adolescentes, c'est comme les amours adolescentaires, hein, ça ne dure pas très longtemps. Ce sont des réseaux de liens qui doivent être renouvelés, modifiés, qui changent beaucoup, qui changent rapidement. Et donc, un jeune ne garde pas les mêmes amis durant toute sa scolarité, particulièrement s'il change de section et d'orientation, encore plus s'il change d'école, et encore plus s'il change de niveau d'enseignement, hein, s'il passe du primaire au secondaire, du secondaire à l'universitaire ou au supérieur. Et donc, ce sont des relations sociales qui ont besoin d'être renouvelées, qui ont besoin d'être nourries, qui ont besoin d'être soutenues. Jusqu'à présent, ils se débrouillaient, mais on leur a interdit de pouvoir continuer justement à nouer ces liens. Et je dois dire qu'on l'a tous vécu en tant qu'adultes. Quand on a eu la levée des mesures sanitaires, on le voit encore aujourd'hui, certaines personnes continuent à porter le masque même en extérieur, il y a une crainte de l'autre qui s'est installée, être dans une proximité physique n'est pas si facile que ça. Je pense qu'il y a 3 ans, vous seriez venu m'interviewer, la première chose que j'aurais fait, c'est vous serrer la main. Ça ne m'est pas venu à l'esprit, je m'en rends compte moi aussi. Mais donc, quand nous avons recommencé à aller au restaurant, à aller au cinéma, à sortir, c'est avec difficulté, on a dû un petit peu se contraindre et on n'a pas encore retrouvé la spontanéité que nous avions par le passé. Les adolescents, c'est la même chose, mais ils n'ont pas la maturité que de s'en rendre compte non plus et de se rendre compte combien ça leur est nécessaire et indispensable, d'autant plus que le discours qui a été tenu pendant 2 ans était l'inverse, c'était de leur dire « vous n'avez pas le droit de vous plaindre ». Vous êtes jeune, vous avez des capacités à rebondir, à récupérer, ça va se faire tout naturellement. Il n'y a pas besoin de prendre soin de vous, il n'y a pas besoin de vous dire faites attention à vous, veillez les uns sur les autres. C'est un discours qui n'a jamais été tenu auprès des jeunes et on en mesure les conséquences aujourd'hui. Et donc, ces jeunes ont besoin d'être stimulés. Ça ne se fait pas de manière naturelle que de se confier les uns aux autres, de pouvoir se parler les uns aux autres. Or, on voit bien que c'est ça qui leur a manqué et que c'est ça qui les aide le plus. Dès qu'un jeune arrive ici et qu'il ne sait pas pourquoi il va mal, il lui suffit de passer 1 semaine dans le groupe pour créer rapidement du lien avec les autres, commencer à se confier, se rendre compte qu'il n'est pas le seul. Et sa capacité d'élaboration, hein, sa machine à penser se remet en route très rapidement et il retrouve effectivement les outils pour pouvoir aller mieux, se reconstruire et entrer justement dans cette résilience. Mais la résilience, elle ne se fait pas comme ça toute seule. La résilience a besoin d'un contexte pour pouvoir s'exprimer. La résilience, c'est la propriété physique d'un objet, à pouvoir retrouver sa forme initiale après avoir subi une forme déformante, une force déformante, et cette force, quand cette force s'arrête. L'exemple classique, c'est un élastique, vous tirez dessus, il se déforme, vous arrêtez de tirer dessus, il reprend sa forme
d'origine. Et c'est ça le concept de résilience qu'on a récupéré en santé mentale, c'est de dire quelqu'un qui a subi un traumatisme, quelqu'un qui a subi un stress, est capable effectivement de récupérer, de retrouver un équilibre, une santé mentale, mais pour autant évidemment que les forces déformantes ou que les stress soient relâchés. Et ce n'est pas ce qui s'est passé avec nos ados. Comme j'ai dit, effectivement, le stress, notamment scolaire, a été décuplé pendant la crise Covid et il n'y a aucune mesure de prévention qui a été mise en place. Et donc une mesure de prévention efficace, c'est de permettre à ces jeunes de pouvoir se dire les uns aux autres, se raconter, et en se racontant, pouvoir identifier quel est leur état émotionnel, de pouvoir partager des expériences, de pouvoir en rire, de pouvoir en discuter ensemble, de pouvoir récupérer finalement cette capacité qu'ils ont à élaborer leurs émotions et leurs difficultés, mais c'est une capacité qui ne s'exprime que quand ils sont en groupe. En fait, les adolescents pensent ensemble, et il faut soutenir cette pensée en tant qu'adultes responsables de ce qu'on leur a infligé. Parce que ça ne va pas revenir de manière naturelle et spontanée. Oui, pour une bonne part d'entre eux, bien sûr, mais ceux qui sont à risque ne vont pas être accompagnés et ils ne vont pas le demander spontanément. Ils ne sont même pas conscients qu'ils en ont besoin. Et donc, il s'agit d'organiser pour moi des temps de parole, groupaux, dans un contexte de sécurité affective, ce qui n'est pas le cas à l'école à l'heure actuelle. Spontanément, les jeunes se méfient très très fort de la faiblesse qu'ils pourraient laisser s'échapper, du harcèlement qu'ils pourraient éventuellement subir suite à ça. Les écoles produisent, malgré elles, du harcèlement scolaire parce qu'on est malheureusement souvent en présence d'un système scolaire qui tend à humilier, à disqualifier, à créer de la rivalité entre les élèves, à donner les résultats en partant du premier et en arrivant jusqu'au dernier, à ne pas éviter malheureusement des propos humiliants de la part des professeurs. Alors, c'est clair que les ados qui voient qu'un adulte peut se permettre d'humilier un élève, je ne vois pas pourquoi tout d'un coup il s'en l'empêcherait. La règle vient d'en haut, l'exemple vient d'en haut, et l'exemple qu'on donne à nos jeunes pour l'instant dans les écoles n'est pas fabuleux. Et donc, il s'agit effectivement de créer un contexte de sécurité affective, et ça peut être géré par des professionnels qui ont l'habitude d'animer des groupes de parole, où on peut dire des choses vraiment très très intimes. Les adolescents sont vraiment capables de se dire des choses très très intimes, pour autant qu'ils sentent que le contexte affectif est sécurisé. Ça va très vite, ça va très vite, mais c'est vrai que c'est un changement de paradigme en milieu scolaire, et en sachant évidemment que ce n'est pas un entretien qui va être miraculeux. Je suis bien placée pour savoir que les entretiens miraculeux, ça n'existe pas. C'est un processus. Et dans un processus de prévention, c'est d'avoir effectivement un espace de parole, d'échange, d'émotions qui soit régulier, hebdomadaire. Ça prend 1 heure ou 2, ce n'est pas la mer à boire. Et ce n'est pas à imposer en dehors des heures scolaires, parce qu'ils ont déjà suffisamment sous-collé comme ça, nos jeunes. Et ce n'est pas non plus sur une base volontaire, parce que ceux qui en ont le plus besoin vont être ceux qui vont y faire le moins appel. Les informations que j'ai reçues de la part des PMS ou du ministère de l'Enseignement étaient alarmantes. L'année passée, au mois de mars 2021, je pense, on recensait 50% de décrochage scolaire. Un jeune sur 2, 50% de décrochage scolaire. On ne sait pas faire pire, et malgré tout, dans ce contexte-là, les examens sont organisés. Comment est-ce possible ? Alors que déjà un jeune sur 2 n'a même pas réussi à maintenir son lien à l'école. Donc oui, l'impact est massif. Parce que c'est en milieu scolaire que les mesures sanitaires ont été appliquées, c'est en milieu scolaire que les jeunes ont rencontré le plus de pertes d'humanité, parce que c'est en milieu scolaire qu'on leur a mis du stress supplémentaire par rapport à ce qu'ils ont vécu, alors que effectivement, le milieu scolaire aurait pu être un lieu de ressourcement, aurait pu être un lieu de prévention extrêmement intéressant, et je pense que là, vraiment, on a raté le coche. Donc la symptomatologie s'exprime au travers du scolaire beaucoup plus qu'avant encore. On a énormément de jeunes qui sont en décrochage depuis des mois, et puis le fait que notre société
n'a pas suffisamment investi dans la réponse en matière de soins de santé mentale, a entraîné ces jeunes qui allaient extrêmement mal à devoir patienter pendant des mois avant que de pouvoir bénéficier d'un soin minimal, et ils n'ont réussi à rester en vie qu'en y sacrifiant leur scolarité. Donc tous les jeunes qui arrivent à l'hôpital maintenant, après avoir attendu 4 mois pour être hospitalisés, je peux vous assurer qu'ils sont tous déscolarisés depuis des mois. Il n'aurait été pas possible de maintenir leur scolarité dans le contexte actuel, avec les exigences qu'on pouvait avoir et le manque de prise en compte de leur état psychique. Et donc, effectivement, je pense que l'école aurait pu jouer un rôle extrêmement intéressant, et que malheureusement, les mesures sanitaires qui ont été imposées au milieu scolaire a transformé les professeurs, malgré eux, en personnes qui en sont devenues effectivement maltraitantes par la nature des mesures sanitaires qui ont été imposées. C'est quelque chose d'extrêmement déshumanisant. C'est quelque chose qu'on a rencontré très vite en milieu pédopsychiatrique, parce que les hôpitaux ont été tenus d'imposer des règles sanitaires très rapidement pendant le lockdown. Donc nous avons eu 2-3 mois d'avance par rapport à l'école pour nous rendre compte combien des mesures sanitaires extrêmes pouvaient être effectivement extrêmement délétères sur le plan de la santé mentale. Parce que les quelques jeunes qui se sont retrouvés bloqués à l'hôpital n'avaient plus de visite, n'avaient plus de contact avec leurs parents, ne pouvaient pas sortir de l'unité sous peine d'être dénoncés par le voisinage, même s'ils étaient accompagnés d'un éducateur. On ne pouvait plus avoir de jeux de société avec eux, parce qu'ils ne pouvaient pas se passer un objet de main en main. À l'époque, on ne connaissait pas le Covid, donc il y avait une peur terrible, et donc les mesures étaient terribles aussi. Et donc, très rapidement, on s'est rendu compte que non seulement on n'était plus thérapeutique, mais que l'enjeu, c'était surtout d'éviter de devenir maltraitant. On y a été tout de suite confrontés. Et ce qui a été imposé dans les écoles à leur réouverture a rendu, je pense, les écoles maltraitantes malgré elles. C'est ça qui est terrible. D'obliger, quand un jeune sort de son week-end, il ne peut pas papoter avec ses potes avant de monter en classe. Il doit monter en classe tout de suite. Une fois qu'il est installé en classe, il ne peut pas circuler. À l'heure du repas, à l'heure de midi, comme ils ôtaient leur masque, ils devaient manger en silence sous le regard du professeur. Quand ils sortaient à la cour de récréation, ils devaient rester à 2 mètres de distance les uns par rapport aux autres. Comment est-ce qu'on fait pour se faire des confidences et dire que le nouveau de la classe il est mignon à 15 ans quand on doit le crier devant tous les autres à 2 mètres de distance? C'est juste pas possible. Des élèves ont été punis parce qu'ils se cachaient dans les toilettes pour se faire des confidences. On en est arrivé à un système, un fonctionnement social en milieu scolaire qu'aucun adulte, d'abord, n'aurait accepté de se soumettre à ça. Je pense qu'on a été vraiment dans quelque chose d'extrêmement abusif sur le plan humain. Et je pense que les professeurs eux-mêmes ont dû se soumettre à une règle qui les rendait eux-mêmes maltraitants et qui a participé effectivement à un état de mal-être, un état de souffrance très important auprès du corps enseignant également, qui n'a pas eu non plus la possibilité de se ressourcer. La première chose qu'on a fait, c'est fermer les salles de profs. Les professeurs n'avaient pas la possibilité de discuter entre eux comment ils allaient gérer justement ce cours en distanciel et s'échanger du savoir, s'échanger des trucs. Ils étaient livrés à eux-mêmes, ils étaient tout seuls. Eux aussi ont été extrêmement maltraités. Et dans les rapports qui nous ressortent maintenant du Conseil supérieur de la santé, qui mène enquête depuis le début de la crise sur l'impact des mesures sanitaires en matière de santé mentale, les secteurs dans lesquels la santé mentale des travailleurs a été le plus impactée, ce sont les secteurs de la culture, évidemment, comme on peut s'en douter, le secteur hospitalier, on en a beaucoup parlé, mais également le secteur de l'enseignement. Ce sont les 3 secteurs qui ont été les plus impactés. Et donc, en plus de la caractéristique de l'adolescence, du fonctionnement psychique et de l'impact d'un isolement social, quand les écoles ont rouvert ou quand on est passé en alternance, les élèves se sont aussi retrouvés confrontés à des professeurs qui n'allaient pas bien du tout sur le plan de la santé mentale. Et bien entendu que ça a aussi impacté très fortement ces jeunes. La capacité des jeunes à se projeter dans le futur, je pense, est plus impactée encore par l'inquiétude pour le climat. Les jeunes manifestaient, avant la crise Covid, manifestaient beaucoup
pour le climat, manifestaient beaucoup contre les violences policières, manifestaient beaucoup contre les violences faites aux femmes. Et donc les jeunes étaient impliqués dans des mouvements sociaux très importants avant que la crise Covid ne vienne les empêcher que de continuer à manifester. Or, je pense que si on fait des études pour voir, on a fait des études pour voir quel était l'impact de la crise Covid sur les étudiants, il y a une grosse étude qui a été menée par les universités auprès de leurs élèves, de leurs students. Alors bien sûr, ce sont des students, ils ont été encore plus impactés par la crise parce que eux, ça a été du distanciel durant toute l'année scolaire. En plus de ça, une bonne part d'entre eux finançaient leurs études par des jobs étudiants qui n'avaient plus, et donc il y a eu un impact financier sur les études très important, très marqué chez les étudiants également. Donc c'est une population un peu différente. Néanmoins, les études qui ont été menées montrent qu'au-delà de 50% de troubles anxieux au sein de cette population au mois de mars 2021, c'est énorme, hein, 50% de troubles dépressifs au sein de cette population. Bonne part d'entre eux cumulant les deux, mais enfin des jeunes, des students qui allaient bien et qui souffraient ni d'angoisse ni de dépression, ça devenait difficile à trouver. Néanmoins, au-delà de ça, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que l'émotion dominante, c'est la colère. C'est la colère, et je pense que cette colère est effectivement tout à fait légitime. Ils ont été maltraités, ils n'ont pas été reconnus, ils n'ont pas été valorisés, on ne les a pas remerciés, on ne leur a pas présenté d'excuses. Et donc la colère chez les jeunes est dominante. Et cette colère, il faut qu'elle puisse s'exprimer. Parce que si elle ne s'exprime pas, le premier devenir de la colère à l'adolescence, c'est de retourner la colère contre soi. Et ça se traduit effectivement par des scarifications, des mises en danger, des idées suicidaires, des tentatives de suicide. Et donc je préférerais nettement, et ce serait effectivement très intéressant d'un point de vue préventif, j'aimerais bien que ces jeunes effectivement puissent reprendre le chemin de la rue, recommencer, exprimer leur colère, ce qui est un bon moyen que de faire face à de l'angoisse par rapport au futur, à de l'insécurité, c'est de pouvoir sortir d'un sentiment de totale impuissance face aux enjeux auxquels notre jeunesse est confrontée pour le futur, aux enjeux climatiques, aux enjeux démocratiques, aux enjeux de place au sein du social. À partir du moment où ces jeunes se regroupent et descendent dans la rue pour revendiquer, ils peuvent quitter un sentiment d'impuissance et peut-être effectivement reprendre confiance dans leur futur. Alors, bien sûr qu'il y a un impact genré, puisque un des trois mouvements que j'ai cités est un mouvement genré. Hein. C'est la lutte contre la violence faite aux femmes. On est dans un contexte social qui est particulier en ce qui concerne effectivement les revendications féministes qui sont à nouveau beaucoup plus à l'avant-plan que ce qu'on a pu rencontrer il y a encore 5-6 ans. Donc oui, bien sûr que ça impacte les jeunes, ça impacte plus particulièrement les filles qui se donnent plus le droit à la parole, qui se donnent plus le droit à revendiquer, qui sont amenées à devoir se positionner, réfléchir par rapport au discours qu'on leur a tenu, de voir si elles veulent s'identifier ou se démarquer de ce discours et comment. Il y a un grand mouvement dont on a parlé, dont on parle depuis 1 an et demi à peu près, qui est le choix d'adolescents de ne pas avoir d'enfants. C'est beaucoup plus marqué encore chez les filles que chez les garçons. La question de la féminité et de la maternité se dissocie. Et c'est une des revendications de nos jeunes filles aujourd'hui. Et donc je pense que les filles sont effectivement, indépendamment de la crise Covid, face à des questions qui sont différentes que pour les garçons, par le mouvement de nouveau social, féministe, dans lequel elles baignent à l'heure actuelle. Il y a eu Balance ton bar aussi. Balance ton bar, balance ton porc, #MeToo, l'affaire Weinstein. Tout ça, effectivement, c'est une même continuité. Hein. On est dans un mouvement social qui effectivement a démarré aux États-Unis avec l'affaire Weinstein et qui perdure et qui a été freiné pendant la crise Covid, mais qui est encore très présent. Balance ton bar, ça a vraiment explosé à la sortie de la crise Covid. Mais je ne pense pas qu'on soit dans quelque chose d'explosif. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant. J'ai l'impression que c'est un mouvement beaucoup plus de fond. Il y a toute une littérature féministe qui est en train d'émerger et qui n'est pas que dans des études sociologiques, qui se traduisent aussi dans les thématiques des romans qui sortent à l'heure actuelle.
Il y a des films qui sortent beaucoup plus centrés sur un regard féminin, il y a des livres d'art qui sortent beaucoup plus centrés sur un regard féminin, ce qui n'était pas financé, publié, édité par le passé. Et donc on est dans quelque chose où, d'un point de vue culturel aussi, il y a un mouvement important qui vient soutenir cette nouvelle revendication. Je pense que les adolescents, ils sont extrêmement sensibles au contexte culturel et social dans lequel ils baignent. D'ailleurs, au moment du lockdown, c'était assez impressionnant parce que durant les 2 premiers mois de la crise Covid, durant le lockdown, on a vu disparaître des salles d'urgence les tentatives de suicide adolescentaire. On n'a plus eu un seul suicide d'ado pendant 2 mois, pendant le lockdown. Alors qu'on ne vienne pas me dire que les adolescents ne sont pas sensibles au contexte social dans lequel ils se trouvent. C'était très particulier. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est l'inverse. Les suicides explosent, effectivement, et on n'a pas de réponse sociale à la hauteur pour l'instant. Mais donc, les jeunes sont très sensibles au contexte social dans lequel ils se trouvent. La seule époque où on a eu aussi ce phénomène de disparition des tentatives de suicide à l'adolescence, c'est mai 68. Parce que là, les jeunes, effectivement, face à des angoisses par rapport à leur futur, par rapport à un positionnement social, ont pu s'engager dans un mouvement social important, où ils se sont sentis solidaires, où on était dans du collectif, où il y avait une réponse possible. Ils avaient le sentiment de pouvoir effectivement, ensemble, changer les choses. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement soutenant pour la santé mentale des jeunes. Non, c'est un peu l'inverse. Le lockdown en mai 68. On est enfermé, d'un autre côté, on sort, on est dans la rue. Alors le lockdown, effectivement, n'a pas été un mouvement. Le lockdown n'a pas été un mouvement. N'a pas induit un mouvement social de reprise de confiance, de lutte, de revendication. Non, c'est tout autre chose qui s'est passé là. Je cite cet exemple pour montrer qu'effectivement, la santé mentale de l'adolescent est dépendante du contexte familial, mais aussi social dans lequel il se trouve, pour le meilleur et pour le pire. Et donc, mai 68, pas de suicide, lockdown, pas de suicide, mesures sanitaires pendant 2 ans, suicide en masse. Et effectivement, on parle de l'éco-anxiété aujourd'hui. Je pense que c'est une manière de psychiatriser une prise de conscience normale et légitime. Moi, ça me semble très normal d'être inquiet par rapport à notre futur en matière de réchauffement de la planète. Ça me semble un peu absurde de ne pas y être sensible, de ne pas être inquiet. Moi, en tant que psy et d'un point de vue personnel. Donc, je crains malheureusement qu'on soit dans une société qui tend effectivement à psychiatriser toute une série de vécus, de ressentis qui sont en fait normaux. On parle de dépression dans un contexte de deuil. Ben non, ce n'est pas nécessairement une dépression que d'être triste d'avoir perdu quelqu'un. Et de même, l'éco-anxiété, ça ne me semble pas être quelque chose qui est de l'ordre du pathologique. Donc il faut vraiment très très fort se méfier à psychiatriser, et notamment à l'adolescence, des réactions qui sont beaucoup plus en lien avec le contexte social dans lequel un jeune se trouve, parce que ça permet quelque part à la société de se déresponsabiliser par rapport à ce qui arrive. On parle d'éco-anxiété et en fait on passe sous silence le fait que ces jeunes ont raison effectivement de s'inquiéter.